messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Une bande de multiplicateurs de faux billets démantelés par la gendarmerie de Colobane. Les malfaiteurs s'apprêtaient à écouler 350 millions de francs CFA sur le marché. Célébration ce vendredi de la journée mondiale de l'eau. L'accès à l'eau potable reste encore un casse-tête dans certaines régions du Sénégal. Au Fouladou, plus de 60% des populations s'approvisionnent dans les puits. À Dakar, le principal écueil est lié aux branchements sociaux. Visite du président de l'Assemblée nationale française au Sénégal. Moustapha Niasse profite de la présence de son homologue pour demander à l'Hexagone d'humaniser le traitement et la gestion des demandes de visa. Et puis sport, football Sénégal-Angola, jour J-1 pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Dernière séance d'entraînement des Lions cet après-midi au stade du 28 septembre de Conakry. Les Angolais arrivés hier dans la capitale guinéenne devront faire sans leur attaquant vedette Manucho, blessé lors du regroupement. Bienvenue à tous. La gendarmerie de Colobane met fin aux agissements d'une bande de malfaiteurs. Après les avoir infiltrés, la section de recherche a démantelé un réseau de multiplicateurs de faux billets, des faussaires qui s'apprêtaient à écouler sur le marché près de 350 millions de francs CFA. Marie-Christine Mendy. Voici les billets que les malfaiteurs s'apprêtaient à écouler sur le marché. 350 millions de francs CFA de faux billets. Les gendarmes de la section de recherche de Colobane ont tendu un piège pour pouvoir mettre la main sur les multiplicateurs de billets. Un élément de la section de recherche a réussi à infiltrer la bande. C'est au moment de procéder à une transaction avec un faux client que les hommes du lieutenant Ndiaye ont pu procéder à l'arrestation de tous les membres de la bande au complet. Les cas de malfaiteurs procédant à la multiplication de faux billets sont régulièrement rapportés par la presse. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'eau dans la banlieue dakaroise, à l'image de ce qui se passe à la cité Asegna de Yeumbeul. L'absence de branchements sociaux est la principale préoccupation des habitants. Reportage de Maïmouna Ndiaye et Alun Diagne. La vie n'est pas rose dans ce quartier. Nous sommes à la cité Asegna de Yeumbeul. Ici, les populations ne bénéficient pas de branchements sociaux. Leur seul recours demeure ce système de pompage. Parfois, on va vers les quartiers environnants à la recherche du liquide précieux. Quand on s'installait ici, on nous avait dit que la cité n'avait pas de problèmes d'eau. C'est tout à fait le contraire. Cette eau provenant de ces pompes est loin d'être potable. Conséquence, les populations parcourent des kilomètres à la recherche d'une eau buvable. Avoir de l'eau potable n'est pas chose aisée dans ce quartier. Pourtant, c'est une zone résidentielle. Avec l'eau des pompes, on est obligé de faire toutes nos tâches domestiques. Nous sommes obligés tous les jours de parcourir des kilomètres et des kilomètres à la recherche de l'eau potable. On achète au quotidien de l'eau buvable. La bassine coûte 25 francs, le seau s'échange à 15 francs. Ce calvaire n'est pas sans risque. Les populations sont souvent exposées aux maladies hydriques. Vous voyez, j'ai mal aux yeux. Tout ceci, c'est à cause de cette eau. Pas plus tard qu'hier, j'ai été à Wakam pour me faire consulter. Ici, on tombe souvent malade. Le 22 mars célèbre la journée mondiale de l'eau. À la cité Asegna de Yeumbeul, la doléance est unique, l'accès aux branchements sociaux. Un taux de l'accès à l'eau potable à 60% seulement dans le département de Linguère qui ne dispose que de 91 ouvrages hydrauliques au moment où les départements de Louga et de Kébémer ont presque atteint les objectifs du millénaire pour le développement. Suivons ce reportage de Tiernofal. Grâce à la coopération bilatérale et multilatérale, la région de Louga a bénéficié de beaucoup de réalisations dans le domaine de l'hydraulique rurale. Au niveau de la région, on peut dire le premier bailleur qui a réagi, c'était la BAD. À l'heure actuelle, la région de Louga, à travers les deux départements de Louga et de Kébémer, ont pu atteindre les objectifs du millénaire. Dans la communauté rurale de Léona, l'accès à l'eau potable est devenu une réalité. Comme ici, dans le village de Sier, où les femmes rencontraient d'énormes difficultés pour avoir le liquide précieux.
Nous parcourons des dizaines de kilomètres pour avoir de l'eau. Je ne peux que me procurer 2 bassines d'eau par jour. Ici, le taux d'accès a atteint les 99% grâce à l'intervention du projet Les Villages du Millénaire. On a participé à l'élargissement du réseau de distribution de l'eau, à l'accès à l'eau au niveau des domiciles avec des branchements sociaux. Donc on peut dire que vraiment, si ce n'était que par rapport à cet indicateur, à l'atteinte des OMD, on est au-dessus de ce qui était attendu. Par contre, à l'heure actuelle, beaucoup d'efforts restent à faire dans le département de Linguère qui se trouve dans la zone sylvo-pastorale, où le taux d'accès avoisine seulement les 60%. 91 ouvrages hydrauliques à l'heure actuelle ne peuvent pas couvrir l'ensemble du département. Ce qui fait que nous demandons à l'avenir que les interventions puissent se faire au niveau de cette zone. Aujourd'hui, on peut dire que la région de Louga a capitalisé beaucoup d'acquis dans le domaine de l'eau. Mais le véritable problème se trouve au niveau de la gestion, surtout dans la zone des Niayes. Ici, on note une utilisation abusive de l'eau par les maraîchers avec le système de lance qui consomme beaucoup d'eau. C'est pourquoi les populations doivent être sensibilisées à utiliser d'autres systèmes comme le goutte à goutte. Nous revenons dans la région de Dakar avec la construction imminente d'un pont à hauteur du croisement de Keur-Massar. Les camionneurs stationnés sur les lieux sommés de partir au plus tard demain. Ces derniers adhèrent à la mesure mais réclament un autre site de recasement. Fatou Bintou Conté. Ils sont obligés de quitter les lieux. Eux, ce sont les camionneurs stationnés au croisement de Keur-Massar. Ces chauffeurs ont reçu depuis une semaine une sommation de déguerpissement. On s'est réveillé un bon jour. On nous a dit qu'on va construire un pont ici sur la route nationale. Bon, on nous avait dit qu'au début des travaux, ils vont nous donner un garage pour qu'on va déguerpir ici. Mais il s'est trouvé que hier, un gars est venu ici accompagné d'un gendarme avec des papiers en nous disant qu'on doit signer tout simplement parce qu'on dès samedi, on va quitter ici. Ces camionneurs comptent quitter les lieux ce samedi, mais ils ne réclament qu'une chose, un autre garage comme ceux de leurs homologues maliens. Les camionneurs n'ont pas de garage. Ça fait des années. Nous ne sommes pas des Maliens ni des Ghanéens. Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des fils de ce pays. Et ici, c'est notre gagne-pain. Et tout le monde sait que le nombre de camions à Dakar, combien de camions? On n'a pas de garage. On n'a pas de garage. On gare n'importe où. On nous traite de n'importe comment. Ces conducteurs de camions menacent de barrer la route nationale numéro 1 pour se faire entendre. Nous les mettons en garde. S'ils ne nous trouvent pas un autre endroit, nous allons nous mettre sur la route et brûler des pneus. Voyez-vous, les Maliens par exemple, ils leur ont trouvé un espace et à bien d'autres qui ne sont pas de ce pays. Et nous qui avons grandi ici et passé toute notre vie, on nous fait comprendre que nous ne pouvons rien avoir. Depuis 15 ans qu'ils travaillent au niveau de ce croisement, ces camionneurs n'ont que 24 heures pour trouver un autre lieu de stationnement. Nous parlons à présent de la visite officielle de Claude Barthelone au Sénégal. Le président de l'Assemblée nationale française invite les parlementaires des deux pays à un contrôle constant et permanent des lois votées. Reportage Chérif Dia. Face à ses collègues parlementaires sénégalais, le président de l'Assemblée nationale française plaide pour une évaluation et un contrôle permanent des lois votées par les députés. Ce travail qui doit exister à la fois de contrôle, d'évaluation des lois, de contrôle du gouvernement, d'évaluation de la loi parce que vous le savez, ou vous devez savoir que c'est un des chantiers que je me suis fixé. Trop souvent, lorsque l'on est parlementaire, on vote la loi. Et une fois que l'on a voté cette loi, on n'est pas assez attentif à ce qu'elle produit comme résultat. Ce contrôle de la loi, il est aussi important que de voter la loi. Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise est en phase avec son homologue français au sujet de l'évaluation et du contrôle des lois déjà votées par les parlementaires. Parce que l'Assemblée nationale reçoit les projets de loi du gouvernement, génère en son sein les propositions de la part des députés, les propositions de loi. L'ensemble de ces textes-là, une fois votés, doit, dans leur exécution quotidienne, faire l'objet d'un suivi des deux assemblées nationales. Claude Barthelone loue également l'exemple sénégalais en matière d'application de la parité au sein du Parlement. Vous êtes déjà en mesure de nous donner des leçons lorsque je vois l'effort fantastique qui a été fait dans l'Assemblée sénégalaise en termes de parité. Eh bien, croyez-moi que nous allons pouvoir accueillir les femmes députées, eux,
de l'Assemblée sénégalaise pour dire aux Français ce que représente ce besoin de parité. Et l'on voit bien quel est cet enjeu pour donner chaque jour plus de force, plus de capacité, plus de moyens aux parlementaires pour faire entendre la voix de leurs électeurs. Plusieurs accords de coopération bilatérale entre les deux parlements ont été signés à l'occasion de la visite de Claude Barthelone au Sénégal. Il s'agit entre autres de la formation des élus pour la maîtrise des techniques parlementaires. Et Moustapha Agnès qui invite la France à humaniser le traitement et la gestion des demandes de visa d'entrée. Une question soulevée lors de son entretien avec son homologue français. Et à l'occasion, Moustapha Agnès dit avoir reçu des assurances de la part des autorités françaises. Nous l'écoutons toujours au micro de Chérif Dia. Nous n'avons pas manqué également de parler des visas que demandent les jeunes Sénégalais pour aller étudier en France et s'y former. Nous avons également parlé de la question de la délivrance des visas au consulat de France à Dakar pour que ce type de gestion, de traitement des dossiers de demandeurs de visa soit le plus loin possible humanisé. Et des assurances nous ont été données par M. l'ambassadeur de France qui est ici présent et aussi par M. le Président Barthelone. Nous avons également parlé des expulsions d'Africains de France quand ils ne sont pas en conformité avec la loi. Nous n'avons pas oublié non plus de parler de la nécessité d'étudier en profondeur la question des regroupements familiaux pour les Sénégalais qui sont en France par rapport à leurs familles qui sont restées au Sénégal. Et également la gestion du mode le processus de formation des enfants pour qu'ils ne soient pas déculturés. Et la partie française n'a pas manqué de dire qu'elle souhaite, avec raison, que lorsque les étudiants sénégalais reçoivent leur diplôme après leur formation, il est utile, il est opportun et il est important qu'ils reviennent servir leur pays au Sénégal dans toute la mesure du possible. Justement, vivre à l'étranger et y vivre bien, la prise en charge de l'émigré sénégalais, une mission que s'est assignée le collectif des cadres de la diaspora, le retour au bercail, le rapatriement des corps, des questions qui seront au centre d'un congrès international prévu à Washington les 28, 29 et 30 mars. Un conclave qui sera présidé par Mme Seynabou Gueye, ministre sénégalais de l'Extérieur. Et pour nous en parler, Mamadou Fall, président du collectif des cadres. Ce collectif regroupe tous les jeunes diplômés sénégalais de la diaspora qui œuvrent pour le retour au bercail, pour la participation au développement durable du Sénégal. Et ce même collectif-là va participer pour la première fois au congrès international de la diaspora sénégalaise qui aura lieu les 28, 29 et 30 mars 2013 à Washington. Nous allons débattre des thèmes majeurs comme les conditions de vie et d'insertion socio-professionnelle des Sénégalais ou bien des immigrés sénégalais de la diaspora. Et nous allons débattre aussi d'un thème très important, c'est-à-dire l'aide au retour au bercail des Sénégalais, parce que les Sénégalais en ont vraiment besoin. Parce que si vous avez fait 10 ans d'expérience à l'étranger, c'est nécessaire de dégager des politiques pour faciliter le retour au bercail de ces Sénégalais qui vraiment ont besoin d'aide. Officiellement, ce congrès va être présidé par Madame le ministre des Sénégal, Mme Seynabou Gueye Touré, qui sera accompagnée bien entendu de quelques membres du collectif des cadres de la diaspora et d'autres autorités sénégalaises comme je peux citer Cheikh Tidiane Gadio qui va participer au débat, qui va participer aux conférences. Qui dit homme dit également projet de vie. Nous parlons du réseau d'accompagnement des projets de développement qui est établi à Mantes-la-Jolie en banlieue française. Grâce à une mise en relation avec des bailleurs, cette association aide les immigrés à réaliser leurs projets. D'ailleurs, parmi ces projets, le nouveau lycée de Ourossogui, inauguré cette semaine par le président Macky Sall. Mohadi Dianka, président du réseau, nous en parle toujours au micro de Daniel Diouf. Nous avons pu obtenir plus d'1 million d'euros de financement d'une dizaine de projets qui sont en rapport avec l'éducation, la santé, l'eau potable et donc, ou alors la reconstruction d'infrastructures diverses. Aujourd'hui, nous sortons de l'inauguration du lycée donc, de Ourossogui qui a été réalisé donc, et porté par l'association pour le développement de Ourossogui. Aujourd'hui, depuis à peu près 6 mois,
nous sommes en train donc de monter un autre projet de suite donc aux inondations qui se sont produites à l'été dernier au Sénégal. Un projet donc de reconstruction de 2 salles de classe dans la région de Tambacounda, à Diaré, Maboubé plus précisément. Ce projet va permettre à 8 jeunes français, dont certains sont d'origine sénégalaise, de venir et qui seront donc des apprentis en bâtiment ou dans d'autres domaines qui viendront pendant donc 8 semaines pour reconstruire donc en chantier, sous forme de chantier, reconstruire ces 2 salles de classe, les équiper, mettre un mur de clôture et un jardin, mais aussi une salle informatique pour les élèves. Le centenaire d'Aimé Césaire, célébré dans notre capitale Dakar, un choix apprécié à sa juste valeur par le Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye. Et d'ailleurs, les jeunes générations du continent africain devraient s'inspirer de l'un de leurs illustres fils, Abdoul Mbaye, interrogé par Ibou Diouf et Adja Ndiaye. C'est un merveilleux symbole d'honorer Aimé Césaire en Afrique, sa terre ancestrale, mais plus précisément au Sénégal, sa deuxième patrie, sa patrie de cœur, terre natale de son ami Léopold Sédar Senghor. Nous ramenons Césaire l'Antillais à ses racines africaines. Aujourd'hui, Dakar est le centre de la mémoire douloureuse du monde noir, car notre capitale renoue les fils du passé pour mieux tisser les liens de l'avenir pour un universel réconcilié, comme dirait Césaire. Mesdames et messieurs, c'est l'amitié et sa valeur qui sont le fondement de cette rencontre de Dakar autour des 3 pères de la négritude. Nous rouvrons ainsi une page de l'histoire d'une fraternité et d'une amitié retrouvée et renouée entre les hommes d'un même peuple, séparés de part et d'autre de l'océan et qui se retrouvent aujourd'hui sur la terre-mère pour mieux nous donner la force de regarder demain. Et si on parlait justement de l'action poétique dans l'œuvre de Césaire, le thème a fait l'objet d'un colloque dans le cadre de la quinzaine de la francophonie. L'écrivain a toujours interpellé sur la conscience noire une grande partie de l'engagement et de la vie de l'œuvre du Martiniquais, compte rendu d'Issa Préra. Oui, voilà. Le capitaine nous demande une photo. L'action politique de Césaire, c'est autour de cette question que s'est tenu un colloque dans le cadre de la quinzaine de la francophonie. L'exemple de son ouvrage Cahier de retour au Puy natal semble être bien assimilé par la jeune génération. Césaire était un poète de la négritude. Césaire met dans sa poésie tout ce qu'il ne peut pas mettre dans sa politique. Il est un poète engagé au sens existentiel. C'est pourquoi Césaire dit toujours que la poésie est autour de moi-même et au cœur du monde. Césaire allie à la fois l'action et la poésie. Par exemple, dans son poème, dans son ouvrage Cahier d'un retour au pays natal, il y a une citation qui me marque là-bas quand il dit que ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cassot du désespoir. On voit là bien que Césaire allie à la fois l'action et la poésie. Sinon, dans les cas contraires, il ne dirait pas que ma bouche sera la bouche des malheurs. Quand il est parti jusqu'à mettre sa bouche, c'est-à-dire qu'il agit à la fois et il fait de la poésie. Césaire, de par son engagement, a participé grandement à l'éveil historique de l'Afrique. L'homme interpelle la conscience du peuple noir. Césaire est un peu notre grand ancêtre, une figure tutélaire de l'Afrique, parce qu'il a contribué avec Césaire, avec Senghor plutôt, à redonner à l'Afrique l'initiative dans le domaine historique. C'est grâce à eux, à leurs textes, à leur travail, que les Africains ont été éveillés, ont pris conscience et ont repris en main leur destin. Et donc je pense que la place est centrale. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons toujours besoin, il nous a donné la capacité de nous orienter dans l'histoire, de tenir notre place. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous en avons besoin. Nous avons besoin du texte de Césaire, de son sens du diagnostic, de sa capacité d'indignation, de sa vision prophétique et de l'impulsion héroïque qui nous donne sans cesse à lutter et à trouver notre place. Pour lui, comme il l'a très bien dit, Amadouli, quand il dit « si l'Afrique échoue, ça sera plus grave pour moi que si c'était les Antilles ». Ça veut tout dire. Ça veut tout dire qu'il attend de l'Afrique qu'elle réussisse. C'est-à-dire qu'elle se remette de la colonisation, qu'elle se remette des coups d'État, qu'elle se remette des moments
bas, qu'on a eu des moments de crise, des moments de division, des moments d'anarchie, tout ça. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'héritage de Césaire reste actuel. L'Afrique se bat toujours pour se sortir de l'ornière. C'est une notion importante que celle qui permettra à un Sénégalais, à un Dahoméen, à un Malien ou un Congolais de s'asseoir autour d'une même table et de se sentir comme les membres d'une même famille. Et puis la littérature africaine qui perd un de ses monuments, l'écrivain nigérian Chinua Achebe, décédé ce vendredi à l'âge de 82 ans. Chinua Achebe s'est fait connaître avec son roman culte Le Monde s'effondre, imprégné de la culture Igbo, son groupe ethnique. L'écrivain est mort aux États-Unis dans un hôpital de Boston dans le Massachusetts, indiquent les médias nigérians. Chinua Achebe était professeur à la Brown University aux États-Unis. Il y a 2 ans, il avait refusé pour la 2e fois d'être décoré par les autorités nigérianes, estimant que son pays se portait mal. Nous parlons d'une rencontre entre le MFDC, les autorités bissau-guinéennes, l'Appel de Genève et le CNAMS, le Centre national d'action anti-mine au Sénégal, et s'est tenu à Sao Dimigo en Guinée-Bissau les 18, 19 et 20 mars dernier. Le mouvement rebelle bloque le processus de déminage en Casamance, évoquant l'atteinte de la ligne rouge par le CNAMS. Sur ce point, Bakary Conté, les images Abdoulaye Ba. Dans un communiqué du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance déclare que le CNAMS a atteint la ligne rouge dans le processus de déminage en Casamance. L'inquiétude est née dans le sud du pays. La vie des responsables du CNAMS est même menacée. Le MFDC qui dit que le CNAMS, dans le cadre du déminage, a atteint la ligne rouge. Dans le cadre, et au-delà de cette ligne rouge, les combattants ne peuvent pas assurer, ne peuvent pas garantir la sécurité des opérateurs. Bon, nous en prenons acte. Il revient maintenant aux autorités supérieures d'en tirer toutes les conséquences. Mais le MFDC dit également qu'ils vont prendre en compte les informations que nous avons données pour discuter, pour continuer une discussion interne. Lors d'un atelier de formation des journalistes de Sédhiou dans l'action anti-mine, les journalistes de la Casamance ont manifesté leur inquiétude par rapport à cette nouvelle donne. Et de ce communiqué, il ressort que le MFDC est catégorique. Toutes les zones susceptibles d'être minées et qui ne constituent pas un intérêt stratégique pour les MFDC, on l'ont été, et qu'il est quasi impossible de permettre en tout cas aux équipes de déminage d'aller un peu plus en avant. En somme, pour les MFDC, la zone rouge a été atteinte et au-delà de cette zone rouge, le MFDC ne garantit pas la sécurité des démineurs. La conséquence, c'est quoi? À coup sûr, cela risque de porter un sacré coup au processus du déminage en Casamance. Le Centre national d'action anti-mine au Sénégal a enregistré des résultats satisfaisants dans le déminage en 2012. L'actualité, c'est ce match Sénégal-Angola. Dans quelques instants, la page des sports. Ce sera bien sûr dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Zone Afrique, J-1, avant ce match qui doit se jouer à Conakry. Et de ce pas, nous allons rejoindre notre envoyé spécial, Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir. Bonsoir, Mampatou Ndoye. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la dernière séance d'entraînement des Lions cet après-midi au stade du 28 septembre de Conakry? Voilà, Mampatou, la séance d'entraînement vient de se terminer il y a juste une demi-heure. Alors, on ne peut pas être affirmatif à 100%, mais d'après ce qu'on a vu, on peut penser que demain, la Coupe centrale des Lions sera composée de Bayal Sall et de Lamine Sané. Avec Bayal Sall, quand même, il était en ballottage avec Serhou Kouyaté, mais d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est Bayal Sall qui devrait démarrer demain sur les côtés. On aura certainement Arma Traoré sur le côté gauche et Lamine Gassama sur le côté droit. Bon, Alain Giresse quand même a brouillé les pistes, par exemple, Mbaba qui est censé démarrer le match de demain et a joué dans l'équipe des supposés remplaçants. Mais on pense que c'est pour cacher son jeu et que l'attaque devrait être composée certainement de Dembaba, Papi Cissé et Issiardia sur les côtés. Alors, après la séance, Alain Giresse a confirmé Mohamed Diamé comme capitaine de l'équipe nationale. Donc,
Et il portera le brassard. C'est lui qui l'était depuis le match amical contre le Niger. Et ce sera sa première aujourd'hui en match officiel. Donc Mohamed Diamé va porter le brassard de capitaine, un brassard qui jusque-là était porté par son fils Demba Cissé le jour de Newcastle. L'Angola. Oui. Cher Tigane, justement, est-ce qu'on peut parler de l'adversaire? Est-ce que les Angolais se sont entraînés? On sait que normalement Manucho ne devrait pas participer à cette rencontre. Alors justement, est-ce que ça n'entend pas un peu la confiance des Palancas Negras? Certainement, puisque c'était leur meilleur joueur et c'est leur principal gadget, Manucho. Vous savez, l'Angola, c'est pas une foudre de guerre sur le plan offensif. Et là, ils sont privés de leur meilleur attaquant, Manucho, qui n'est pas là, et ils seront 19 demain, ces Angolais. Certainement, c'est un coup au moral, mais bon, espérons pour eux que les remplaçants seront à la hauteur, mais quand même, c'est un sacré coup pour cette équipe des Palancas Negras que de se priver d'un attaquant de la calibre de Manucho, qui avait fait très très mal au Sénégal lors de la CAN à Tamale. Alors, cher Tigane, pour terminer, la confiance dans le groupe Sénégal, est-ce que vous avez senti des joueurs sereins, détendus et prêts à se battre demain? Oh, Mampatou, je pense que les joueurs ont le moral gonflé à bloc parce qu'ils se sentent soutenus. Franchement, on a l'impression que le Sénégal est à Dakar parce qu'à l'entraînement, les Guinéens viennent très très nombreux au stade pour pousser surtout Demba qui est la méga star quand même de cette équipe nationale du Sénégal ici à Conakry. Les Guinéens n'ont Dieu que pour lui, même à l'entraînement, quand il marque un but, c'est comme si c'était un match au stade. On entend des cris de joie fusés dans les gradins. Et ce sont des joueurs vraiment concernés, sérieux et motivés que l'on voit. Et on espère que tout cela va se traduire demain sur la pelouse du 28 septembre. Merci beaucoup, cher Tigane Diao, pour toutes ces précisions. Nous aurons plaisir à vous retrouver demain pour donc une journée spéciale consacrée à ce match. Et justement, match que sont déterminés à remporter les Lions. C'est du moins ce qu'a dit Alain Giresse à l'issue de cette séance d'entraînement. Le sélectionneur national, toujours au micro de cher Tigane Diao. Ils ont travaillé avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, de qualité. Donc ça, et puis au quotidien, il n'y a pas de problème majeur particulier, tout le monde se comporte bien. Donc voilà, c'est un petit peu le baromètre ou la température qu'on peut avoir du fonctionnement du groupe. Là, je suis plus proche du Mali en termes de fonctionnement que du Gabon, parce que les joueurs maliens aussi avaient des niveaux importants de professionnalisme. Moins au Gabon, et puis la ferveur aussi. Donc voilà, donc je retrouve des conditions que j'ai connues avec le Mali. La clé d'abord, il faut que les joueurs rentrent sur le terrain avec beaucoup de détermination, d'envie, et que on limite au maximum les impondérables d'un match qui peuvent exister, qui peuvent arriver. Voilà, donc c'est-à-dire, on le sait très bien qu'un match, des fois, ça se joue à peu de choses. Un joueur qui glisse, une mauvaise interception, je sais pas, un geste raté, voilà. Après que dans le jeu, dans ce que les joueurs vont imprimer, il faut que ça montre un visage tel qu'on souhaite voir d'une équipe. Voilà, Alain Giresse, sélectionneur de l'équipe nationale, une des principales informations à retenir concernant ce match, le forfait de Manucho, l'attaquant angolais de Valladolid, victime d'une blessure contractée avant le départ de son équipe sur Conakry. On se souvient que Manucho était le bourreau des Lions lors de la CAN 2008. Rendez-vous est pris demain à partir de 15 h sur les antennes de la TFM pour un plateau spécial Sénégal-Angola. On parle de football, mais cette fois-ci avec la 11e journée de la Ligue 1. Le Giraffe qui inflige sa première défaite de la saison au Diambar. Score final 1-0. Cela n'empêche les joueurs de Diambar de rester leaders de cette Ligue 1. Nous aurons l'occasion d'y revenir. À présent, nous parlons des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Qualification de Niaritali et du Dakar Université Club. Les Galactiques ont sorti l'AS Pikine. Score 1-0. Et le Duc a battu Yakar. Compte rendu, cher Tigane John. Poussés par leur nombreux public, Niaritali sort à AS Pikine, les poulains d'Abdoulaye Ndiaye ouvrent le score dans les arrêts de jeu d'une première mi-temps très équilibrée.
À la reprise, le match s'emballe avec beaucoup d'occasions de part et d'autre sans grande réussite. Niary Tally passe en 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Je lui ai dit d'essayer de garder le ballon, essayer de tourner pour essayer de faire le travail de déséquilibre. Bon, sur l'eau, j'ai dit l'excentré encore d'essayer d'accélérer. S'il accélère, il fixe le défenseur, il fait des crochets courts pour essayer de frapper. Il l'a fait, il a marqué le but. On avait l'occasion de marquer le deuxième but, mais c'est raté. Mais seulement la victoire compte, quoi. Du côté de Pikine, on évoque la malchance. Tout fait, mais peut-être que quelque part, ils ont pris le match un peu trop haut. Beaucoup d'occasions manquées. Comme toujours. Comme toujours. En première heure, Duc est venu à bout de Yakar, mais il a fallu passer par les prolongations pour voir les étudiants marquer le but de la victoire à la 110e minute. Le rapprochement des matchs entre la Coupe du Sénégal et le championnat a beaucoup pesé. Il y a une très grande différence entre la première et la deuxième division. Seulement un match de coupe, c'est un match de coupe. Il y a toujours des incertitudes. C'est pourquoi nous avons pris toute notre disposition, n'est-ce pas, pour aborder ce match avec sérénité. J'avais mis au repos quelques-uns de mes gosses pour qu'à l'issue de ce match, si la situation devrait s'empirer, pour que je puisse le faire rentrer, pour que la situation puisse se décanter. On doit jouer 2 matchs dans la semaine. Au sortir de ce match, nous devons rencontrer Ngor le lundi. Donc c'est pas facile. Donc il faut gérer la fraîcheur des joueurs pour que qu'ils soient au top, hein, qu'il n'y a pas de lassitude. Hein. Duc et Niary Tally ont obtenu leur 16 ans pour les 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Les Galactiques ont pris les revanches sur AS Pikine qui les avait battus lors de la deuxième journée en Ligue 1. Une bouffée d'oxygène pour Niary Tally en plein doute ces derniers moments. Ligue 1 toujours, le GFC a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Rawan Bey, nommé hier titulaire de la licence B de la CAF. Rawan Bey a eu à entraîner le Stade de Mbour et Saint-Louis Foot Center. Il s'est dit engagé à relever le défi du maintien de GFC en première division. Et c'est sur cette information que nous vous remercions, vous disons excellente soirée sur la TFM et puis les prochaines sessions d'information dès demain 14h sur la TFM Miroir du Sénégal. Excellente soirée à tous.